Bonjour, je suis Romain Palmade, président et cofondateur de la société Sentiloc, qui est une start-up spécialisée dans l'inventaire automatique. Je vais présenter ce matin lors de la conférence Quarks Day la révolution de la traçabilité au laboratoire. Donc la révolution de la traçabilité au laboratoire, c'est le fait effectivement d'introduire de l'inventaire automatique grâce à une toute nouvelle technologie qu'on a inventée chez Sentiloc, qui est la géolocalisation par NFC. Donc je me présente, je suis Romain Palmade, président et cofondateur de Sentiloc. Sentiloc est une société spécialisée effectivement dans l'inventaire automatique. Et je vais vous présenter ce qu'on prépare en ce moment avec Quarks, on pense en tout cas une révolution pour le laboratoire, puisqu'on va aider tous les laboratoires et les endroits effectivement où il y a du risque chimique d'être capable d'avoir une traçabilité importante. Donc, on va partir de la problématique, évidemment. Donc, je pense que vous le connaissez tous, vous avez tous des stocks de produits chimiques. Aujourd'hui, dans les entreprises, comme il y a de nombreuses entreprises, là, c'est l'entreprise de la fragrance, par exemple, où il y a des stocks qui sont très importants. Et ça peut être des stocks de produits chimiques on a vu des 100 000, 200 000, voire 1 million de bouteilles qui sont stockées. Donc, il y a évidemment une perte de temps très importante quand on veut chercher une bouteille parmi 1 million. Il y a l'administration du stock qui est très complexe, puisque justement vous avez un très grand nombre de références. Vous avez à la fois une grande quantité et un grand nombre de références. Il y a beaucoup d'opérateurs, beaucoup de personnes qui vont prendre ces produits, les déplacer, les mettre à un autre endroit. Donc c'est vrai que la traçabilité est quand même assez complexe dans ces milieux-là. Et enfin, ça peut se traduire aussi par un impact RSE, puisque vous allez avoir du gaspillage, des produits qui arrivent à la date d'expiration et qui finalement sont jetés. Voilà. Donc c'est vrai que le but de Sentiloc et de notre collaboration avec Quarks, ça va être d'essayer d'amener effectivement des solutions à toutes ces problématiques que vous connaissez bien. Donc on va partir de l'état de l'art, qui est aujourd'hui, dans certaines entreprises qu'on a visitées, encore effectivement un enregistrement manuel. Et on a vu encore des listings papier avec les produits chimiques, ainsi de suite. Donc évidemment, Quarks est une évolution de tout ça, mais on voit encore aujourd'hui que la digitalisation dans certaines entreprises n'a pas commencé. Il y a effectivement d'autres entreprises qui ont commencé à avoir des tableurs Excel, un suivi quand même de la traçabilité. Donc ça, c'est un peu l'état de l'art aujourd'hui, mais on commence à voir évidemment des solutions d'inventaire. Donc les solutions d'inventaire aujourd'hui, on commence donc à avoir de la digitalisation et des capacités de traçabilité avec principalement 3 technologies. Donc le code barre qui est très connu aujourd'hui, le QR code qui commence à arriver, donc qui est déjà intégré aujourd'hui dans les solutions Quarks, c'est quelque chose que vous utilisez. Et on voit aussi le data matrix qui est une autre forme de code à 2 dimensions. Voilà. Donc on voit effectivement une évolution déjà vers cette traçabilité et vers l'utilisation d'outils pour la digitalisation. Donc des exemples d'étiquettes, j'ai pris 3 exemples au hasard comme ça, où on retrouve le code barre sur un produit chimique, les QR codes effectivement qu'on peut aussi voir, et enfin les data matrix. Des fois les data matrix sont aussi très, très petits. Voilà, donc ça c'est un peu l'état de l'art de ce qu'on a aujourd'hui. Et donc ce que je vais vous présenter effectivement, c'est vers quoi on veut aller pour aider à la digitalisation. Donc pour introduire ça, je vais vous présenter donc le NFC. Le NFC, c'est peut-être un acronyme que vous connaissez, mais qui est encore peu popularisé. Il est plus connu quand même sur le nom de sans contact, puisque vous utilisez tous, je pense, au quotidien, une carte bancaire sans contact. Et c'est vrai que donc la NFC, c'est une technologie sous-jacente que beaucoup de gens utilisent, qui est très largement diffusée depuis de nombreuses années, mais qui est assez méconnue. Donc, comme je disais, vous connaissez très bien aujourd'hui la carte bancaire, ce qui est l'application principale. Certaines personnes, certains d'entre vous, je suis sûr, ont commencé à utiliser aussi le paiement par téléphone mobile, donc avec des technologies de type Apple Pay. Et donc Apple Pay, c'est typiquement une technologie NFC qui reprend la même technologie que les cartes bancaires sans contact. Et depuis encore plus longtemps, en fait, les gens utilisent, notamment dans le métro parisien, mais pas que, des cartes de transport qui sont, elles aussi, de la technologie NFC. Voilà. Donc c'est pour illustrer que le NFC, c'est une technologie qui est déjà très largement utilisée. Vous l'utilisez également aussi au quotidien par les badges d'accès. On l'a vu tout à l'heure, pour accéder à cette salle, on a utilisé aussi des badges d'accès. Vous en avez dans votre passeport. Votre passeport aujourd'hui, il est électronique et vous avez aussi une puce NFC. Ça, c'est vrai que c'est un peu moins connu.
Si vous voyez le petit logo qui se trouve sous passeport, donc qui décrit justement une puce électronique, vous avez la même technologie que dans toutes ces cartes. Et enfin, le dernier exemple, c'est votre carte d'identité. Si vous avez une carte d'identité récente qui contient la petite puce que vous voyez, ben, on est à nouveau encore sur une technologie sans contact. Voilà. Donc c'est vraiment pour renforcer le fait que nous, on se lance dans une aventure avec Quarks qui est basée sur une technologie qui n'est pas du tout nouvelle. C'est une technologie qui a quasiment 30 ans. Mais on va voir que l'intérêt, ça va être de réutiliser cette technologie dans un autre but et dans une autre application. Donc, ce qu'on va utiliser, nous, c'est donc des étiquettes NFC. On est toujours sur le même principe. Vous voyez en haut à droite l'exemple de ce qu'est une étiquette NFC. C'est grand comme une pièce de 1 euro. On voit, là, on rentre dans le détail. Vous voyez une antenne et il y a une petite puce qui est à peine visible à l'intérieur. On est toujours sur le même principe que vos cartes bancaires, mais miniaturisées à la taille de la pièce d'1 euro. Donc, on peut vraiment. Ce qui est intéressant avec cette technologie, c'est qu'elle est conformable. On peut vraiment l'adapter à vos applications. Et notamment dans le monde du chimique, vous allez avoir aussi bien des tout petits échantillons que voilà, peut-être des bidons de 5 litres et des choses comme ça. Ben, on va pouvoir utiliser l'étiquette qui est adaptée à votre cas d'usage, avec des étiquettes qui descendent jusqu'à 8 mm et qui peuvent monter jusqu'à 50 mm, donc adaptées. Ce qui est très très intéressant, et c'est pour ça que quand on s'est rencontrés, je pense qu'il y avait vraiment eu une connexion qui s'est faite, c'est que le NFC est la seule technologie qui est compatible avec les liquides. On va le voir juste après. Et donc finalement, je pense qu'aujourd'hui, il n'y avait pas eu de réponse du marché pour l'inventaire automatique dans le monde chimique, finalement, parce que le liquide, on est sur un cas d'usage qui est très difficile à faire quand on va utiliser des technologies radio. La NFC est aussi compatible avec le métal, puisque certaines fois, vous avez aussi des contenants qui sont métalliques. Et enfin, donc voilà, pour présenter vraiment en détail, c'est tout simplement un rouleau d'étiquettes qu'on va venir apposer sur les bouteilles et les produits et qui vont permettre cette traçabilité. Voilà. Donc, nous, ce qu'on vise, et c'est notre ambition, c'est d'arriver même à ce qu'on appelle un étiquetage à la source. Notre idée, effectivement, c'est que les produits chimiques qui sont livrés dans les entreprises soient finalement livrés de base et étiquetés par le fabricant avec une puce NFC. Aujourd'hui, il y a déjà ça, il y en a déjà des cas d'utilisation, on va en parler, où c'est le cas, c'est fait. Et donc, on pense que c'est vraiment vers ça qu'on veut aller. Et c'est ce qui enlèvera effectivement tous les verrous et qui vous permettra cette traçabilité. Voilà, donc ça, c'est le principe de l'étiquette NFC. Et donc, c'est de ça qu'on va équiper les produits chimiques. Ça remplace, comme j'ai dit, une data matrice, un code barre ou un QR code. Mais ça peut être aussi complémentaire. On peut très bien conserver les deux interfaces. Donc, pour répondre à une question qui nous est souvent posée, on nous pose souvent la question de la différence entre RFID et NFC. Donc les RFID, pour le coup, c'est un terme que là vous connaissez sûrement, qui est assez popularisé. On parle de RFID UHF, puisqu'en fait, on n'est pas dans la même gamme de fréquences. La gamme de fréquences du NFC, ça va être le 13 méga56, donc assez basse fréquence, qui est aussi intéressant. Alors que la RFID UHF va utiliser une bande qui est plutôt dans les 900 MHz, donc un peu plus haute fréquence, avec d'autres inconvénients. Donc vous la connaissez très très bien, puisque vous voyez, j'ai choisi 3 photos de Decathlon, qu'il a popularisé depuis plus de 10 ans maintenant. Et aujourd'hui, quand vous êtes dans un supermarché Decathlon, vous avez en fait 100% des produits qui sont étiquetés avec une puce RFID. Et donc là, on revient à l'idée de l'étiquetage à la source. Tous les fabricants équipent, donc dans la petite étiquette que vous voyez en bas à gauche, à l'intérieur, vous avez en plus du code barre, donc on conserve le code barre quand même, mais à l'intérieur, vous avez une étiquette RFID avec un identifiant unique qui permet de tracer. Là, on doit être sur une serviette de bain, je pense, et donc on sait quand a été fabriquée cette serviette de bain, quelle est sa provenance, où est-ce qu'elle a été stockée. Voilà, on a beaucoup d'informations. Donc on reste sur de l'inventaire manuel avec les RFID. Vous voyez ici une personne de chez Decathlon qui est une espèce de raquette, c'est en fait un lecteur RFID UHF, et qui va pouvoir compter en fait le nombre de chaussures qu'elle a dans son stock en baladant une raquette. Et elle va même savoir est-ce qu'il reste d'une taille 42, est-ce qu'il y a encore des tailles 43. Voilà. Vous allez avoir quand même beaucoup d'informations sur le stock. Le problématique de ça, et les gens ont essayé depuis 10-15 ans, c'est que ça ne fonctionne pas avec les liquides. On revient donc avec la problématique du produit chimique. Pourquoi est-ce que les RFID ne s'est pas imposé aujourd'hui dans les produits chimiques? C'est parce qu'il y a une incompatibilité entre la fréquence à 900 MHz et le fait que vous ayez un contenant liquide. Ça fonctionne aussi difficilement sur le métal. Il y a des problèmes de rebond pour les ondes radio qui sont perturbées par le métal.
Donc si on va parler après d'armoire chimique, typiquement, qui est le cas d'usage le plus difficile, les armoires 90 minutes, des gens ont essayé, mais voilà, mettre de la RFID dans une armoire chimique, c'est quelque chose de très compliqué. Et enfin, on a besoin d'un certain mouvement. Si vous voyez les deux applications chez Decathlon, vous avez donc la raquette qui est baladée manuellement. Vous avez donc quand vous allez à la caisse, pareil, vous allez poser vos chaussures à l'intérieur du bac. Et finalement, c'est le mouvement qui fait que vous posez là-dedans qui fait qu'on détecte ça. Donc sur des contenants immobiles, sur une étagère, faire de la RFID, c'est aussi quelque chose de très compliqué. Vous avez dû voir aussi des sas RFID, des portiques. Voilà, on va aller voir quand quelque chose rentre ou sort d'une pièce. Voilà, donc c'est vraiment pour expliquer la différence NFC et RFID. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas de la RFID dans le monde des produits chimiques? Et finalement, on va voir quel est l'avantage du NFC par rapport à tout ça. Donc on n'est pas les premiers à avoir fait cette initiative. Il y a déjà des grands qui ont commencé à penser à mettre du NFC sur les produits chimiques. On a notamment trouvé effectivement donc, une initiative chez Merck qui, vous le voyez ici, a posé une étiquette NFC. Et donc on est déjà en train de passer d'un mode classique avec un code 2D, comme on utilise déjà aujourd'hui. Là on voit effectivement le scanning avec une douchette et la solution de Quarks. Donc on reste sur une lecture manuelle, mais déjà on a une identification par QR code. Et donc on peut faire la même chose déjà en NFC avec un terminal NFC et d'aller identifier une bouteille par l'NFC. Donc là, les avantages sont limités, mais c'est déjà un premier pas. Le principal avantage, c'est typiquement si vous avez un code barre qui est abîmé, ici un acide, je ne sais pas, qui a collé sur le long de l'étiquette, qui a abîmé le data matrix ou le QR code, c'est vrai que le fait d'utiliser une étiquette NFC, ça peut être une première solution. Mais par contre, ça reste complètement manuel, quoi. Il faut aller interroger avec un lecteur mobile. Et finalement, à chaque mouvement, vous allez devoir, quand vous prenez sur une étagère, interroger et donc la bouteille avec un élément manuel. Voilà. Donc, comme on est dans l'idée d'aller simplifier tout ça, donc l'invention qui a été faite par Centiloc, effectivement, ça a consisté à dire, en fait, on va rendre l'étagère intelligente et on va supprimer cet aspect manuel. Donc, ce que vous voyez ici, c'est tout simplement une plaque de lecture qui se pose sur une étagère. C'est un élément qui est très, très simple. Et en fait, quand vous allez poser les produits sur étagère, c'est là que la lecture se fait de manière automatique. Donc, il n'y a plus aucune intervention manuelle. Chaque entrée va être détectée. Donc, quand vous avez une sortie, quand vous prenez le produit, c'est détecté automatiquement. Quand vous le posez, c'est détecté automatiquement. Et on va voir que tout ça s'intègre en plus dans le Quarks de manière très, très fluide, quoi. On va voir aussi que ça peut s'installer à différents endroits du laboratoire ou du stockage. Donc, on peut vraiment avoir une traçabilité complète des produits chimiques. Donc, pour le montrer en action, j'espère que la vidéo va fonctionner. Voilà, donc là, vous voyez une plaque de lecture, donc c'est ce qu'on appelle une étagère intelligente, qui fait 1 mètre de long. Et donc, sur cette étagère intelligente, vous voyez qu'on a la reconnaissance automatique. On n'a plus besoin d'intervention manuelle. Et donc, on pose nos produits chimiques un à un. Chaque produit chimique est identifié de manière unique via un identifiant unique. On est comme chez Decathlon avec la RFID, sauf que là, on est vraiment au produit unitaire. Voilà, je peux poser 40, 50 bouteilles de différentes tailles, différents contenants. Et donc, chaque produit, encore une fois, va être identifié. Et c'est là qu'on va utiliser la connexion avec Quarks, puisqu'en renvoyant tous ces éléments dans Quarks, finalement, vous allez pouvoir tracer de manière très fine chacun de vos produits chimiques, suivre une date d'expiration, voir une incompatibilité entre deux produits, où est-ce qu'ils sont stockés. Enfin, voilà. Après, finalement, on utilise toute l'expertise métier de Quarks, que nous, on ne développe pas du tout chez Centiloc, puisque ce n'est pas notre métier. Donc, notre métier, ça va être vraiment de renvoyer cet inventaire, ces positions de vos produits chimiques. Voilà, donc je disais qu'on pouvait mettre ces plaques donc, à différents endroits. Donc, on va pouvoir les mettre donc, dans des stockages ouverts. On voit ici, là, toujours dans la fragrance, ça peut être des étagères. On voit qu'il y a un grand nombre de références qui sont stockées ici, sur des petits échantillons ensuite. Donc là, on voit bien, elles ont toutes un bouchon rouge, donc pour retrouver un échantillon, c'est assez compliqué. Ça peut être sur la paillasse, ainsi de suite. On a des zones de stockage ouvertes, donc c'est la plupart des cas. Vous avez comme ça des stocks ouverts. Et ce qui est très important, très intéressant, c'est d'avoir cette vue déportée, qui est effectivement, on n'a pas besoin d'être là où se trouve le stockage. Si on est en milieu nucléaire et qu'il faut s'habiller pour aller dans une zone de stockage, on n'a pas besoin de s'habiller. De son bureau, on peut voir ce qui est en temps réel posé sur les étagères, par exemple.
Voilà, donc évidemment, ça se déploie sur tous les types d'équipements. Ça peut être aussi des stockages simples fermés, comme on voit ici, juste des parties ventilées. On travaille beaucoup en ce moment sur le sujet des armoires anti-feu, puisque finalement, c'est là que c'est critique. Vous devez faire l'inventaire de produits chimiques dans quelque chose qui est fermé, qu'il est interdit d'ouvrir, en tout cas qu'il est interdit de laisser ouvert. Et ce que font la plupart des gens, on le voit, ils mettent un tournevis, ils bloquent le système pour pouvoir faire l'inventaire en fait, de visu, quoi. Donc là, on va pouvoir laisser les portes fermées et regarder finalement sur son écran, sur sa tablette, via le système Quarks, de voir combien j'ai de bouteilles dans cette armoire qui est fermée. Pareil avec les Sorbonnes, là aussi très intéressant, quand quelqu'un a prélevé dans un stock et qu'il est en train de travailler techniquement sur une Sorbonne, on peut identifier ce qui est à l'intérieur de la Sorbonne, quoi. Ce qui n'est plus en stock, mais ce qui est en cours d'utilisation. Voilà. Donc notre vision, c'est vrai, c'est ça, c'est un peu d'avoir une digitalisation complète sur tous les endroits du laboratoire et du stockage pour finalement avoir une traçabilité en temps réel. Voilà, donc quelques vidéos d'illustration, mais je pense que tout le monde a bien compris. Là, on a à la fois des bacs qui contiennent des petits échantillons. Chaque échantillon peut être lui aussi pucé, ou alors vous pouvez pucer juste le bac et savoir où est votre bac. Et puis on voit les bouteilles de produits chimiques qui sont elles aussi vues chacune. Donc là, on a un élément là, qui est installé chez Airbus, par exemple, avec 5 plateaux ouverts. On est sur un stock ouvert. Et en temps réel, on voit sur l'écran le déplacement de chacun de ces produits. Sur la vidéo suivante, on voit donc là un système de recherche. On parlait tout à l'heure, on disait finalement les gens perdent beaucoup de temps à retrouver leurs produits chimiques. Donc là, vous allez pouvoir, dans Quarks, aller chercher un produit spécifiquement. Il va vous donner le numéro d'emplacement et vous dire exactement où ça se trouve. On peut même augmenter la recherche, aider encore plus la recherche, en allant éclairer des LED à l'endroit où se trouvent les bouteilles et de dire finalement, vos bouteilles, elles se trouvent à cet emplacement. Voilà. Donc on est toujours dans l'idée d'aider les personnes à retrouver leurs produits. Donc le cas d'usage le plus intéressant, on pense aujourd'hui, c'est l'armoire chimique. Donc là, vous voyez l'effet intéressant. Vous avez une armoire chimique 90 minutes qui est fermée, et pour autant, sur l'écran, je vois ce qu'il y a à l'intérieur de mon armoire. Donc on a une personne qui va venir ici, qui va ouvrir l'armoire chimique, qui va déplacer différents éléments. Donc on va suivre en temps réel. Là, vous avez trois étagères. Typiquement, on voit les bouteilles en temps réel se déplacer en fonction des étagères. On referme l'inventaire à jour. Et finalement, quand une minute plus tard, il y a une autre personne qui vient pour rechercher dans le stock alors qu'il vient tout juste d'être déplacé, on va lui indiquer ici, voilà, on lui dit c'est la bouteille en haut à gauche qu'il faut aller chercher. Et la personne va directement sur cette bouteille. Il n'y a pas de perte de temps, évidemment, de recherche. Et derrière, voilà, niveau process qualité, on va vérifier aussi qu'elle a pris la bonne bouteille. Si dans Quarks, vous dites il y a plusieurs dates de péremption et j'aimerais pour optimiser mon flux, que tu prennes la bouteille qui a la date de péremption la plus courte, on va lui indiquer où est-ce qu'elle est et on va vérifier derrière que c'est bien cette bouteille-là qui a été prise. Voilà. Donc ça peut aussi rentrer dans des enjeux de qualité et de suivi des process. Voilà. Bon, pour terminer sur les exemples de vidéos, on a une autre innovation qu'on a amenée aussi ici et qu'on pourra vous présenter après la pause déjeuner, qui est qu'on va aller encore plus loin dans l'inventaire, puisqu'on va se servir toujours de la même plaque, toujours de la même étagère intelligente, mais pour fournir une information supplémentaire dans Quarks, qui est la mesure du niveau de liquide dans la bouteille. Donc c'est ce qu'on va voir ici en démonstration, et puis vous pourrez le voir en vrai juste après. On a effectivement toujours par ce système NFC, on n'a pas rajouté de balance ou autre chose. On voit ici qu'on a une bouteille équipée du capteur qui permet de suivre avec la petite jauge verte que vous voyez au-dessus, je ne sais pas si c'est très visible, on va suivre le niveau du liquide. Donc progressivement, je vide ma bouteille et en fait, le système Quarks, tout ce qui est digitalisé, va suivre en temps réel le contenu de la bouteille. Voilà. Donc c'est encore une étape supplémentaire dans l'inventaire, dans la traçabilité, d'être capable finalement, sur un stock même de 1 million de bouteilles, de dire qu'est-ce que vous avez en stock et quel est le niveau de chacune des bouteilles, de chacun des produits. Voilà. On finit de vider la bouteille et là, il peut y avoir des alertes, émettre des alertes au service logistique ou autre pour dire telle ou telle bouteille est vide, il faut la remplacer. Voilà. En axe, effectivement, toujours sécurité et prévention, on peut, grâce à ça aussi, faire une détection de fuite. C'est-à-dire si vous avez une bouteille
qui est percé, qui se vide lentement, c'est quelque chose qu'on va pouvoir nous observer. On va voir en temps réel un niveau de liquide qui baisse, alors que la bouteille n'a pas quitté l'étagère. Ça, c'est typiquement un comportement suspect au niveau de la sécurité. Une bouteille, normalement, ne peut pas se vider si on ne la prend pas. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on peut voir. Ça peut détecter soit une fuite, soit peut-être l'absence de bouchon. Quelqu'un est obligé de reboucher, donc ça s'évapore, des choses comme ça. Voilà. Donc, on peut imaginer, en plus, grâce à cette donnée, enrichir les fonctionnalités et aller encore plus loin dans les applications. Voilà, donc pour terminer, mais je pense que vous avez tous compris, pour un peu résumer la solution qu'on propose avec Quarks, ça va être à l'étape numéro 1 d'équiper les produits avec des puces NFC qui vont être soit mises à l'entrée en stock, soit idéalement encore mieux par le fabricant de produits. L'installation des étagères intelligentes, donc on a vu, elles peuvent s'installer à différents endroits. À l'étape 3, donc Sentiloc va produire la donnée d'inventaire que vous avez vue en temps réel. Et à l'étape 4, c'est Quarks en fait, qui va intégrer tout ça. Et donc à l'intérieur de Quarks, vous allez voir exactement la même interface qu'aujourd'hui. Mais dans Quarks, là où vous avez aujourd'hui l'emplacement, je ne sais pas si on voit très bien, mais vous connaissez le logiciel, il y a une zone emplacement qui va être mise à jour automatiquement. Soit vous êtes à un emplacement connu, bâtiment 3, armoire 4, étagère 2. Soit vous êtes en mouvement, c'est-à-dire vous êtes sur aucune étagère, le produit est en train de se déplacer. Et on va faire la même chose avec le niveau des liquides. Pour chaque élément, ou pour chaque produit, on va vous dire finalement combien est-ce qu'il reste dans chacune des bouteilles. Voilà. Donc notre vision, effectivement, avec Quarks, c'est d'intégrer cette technologie, de l'adapter vraiment à votre métier de suivi des produits chimiques pour finalement rendre une application qui est parfaitement adaptée à vos situations et à vos cas d'usage. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je pourrais répondre. Donc on a une question tout en haut. Avez-vous une solution adaptée ou adaptable? C'est ma première question. Ma seconde question, c'est vous présentez des étagères intelligentes. Est-ce que c'est l'étagère qui est intelligente ou le plateau qui est en dessous? Et si c'est le plateau qui est en dessous, est-ce que les tailles de plateau sont adaptables à des étagères qu'on va trouver dans le commerce chez Manutan et compagnie? Ouais. Alors donc, sur la première question, effectivement, sur la rétention, là, on ne l'a pas montré, mais effectivement, dans les étagères, par exemple les 90 minutes, pour prendre cet exemple, donc il y a des bacs de rétention. On va poser le plateau à l'intérieur du bac de rétention et du coup, on va reposer un nouveau bac de rétention par-dessus le plateau, en fait. Donc, effectivement, il y a moyen d'avoir un bac de rétention sur le plateau pour conserver, effectivement, cette propriété de rétention. Donc ça, c'est tout à fait adapté. Sur l'aspect bidon de 5 litres, effectivement, ça reste des bidons quand même qui sont relativement dans la taille. On ne va pas suivre effectivement les fûts ou les contenants trop importants, mais sur des bidons de 5 litres, ça reste intéressant. Sur l'aspect, effectivement, donc, tout ce qui est mobilier étagère, en fait, aujourd'hui, quand je dis étagère intelligente, on vend effectivement plutôt les plateaux, on va installer les plateaux et on fait principalement aujourd'hui du rétrofit, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de changer vos étagères, on utilise les étagères normales que vous avez achetées chez Manutan ou autre, et finalement on les rend intelligentes juste en posant le plateau dessus. Là où c'est un peu plus délicat, c'est quand on fait de la 90 minutes, puisque là on demande aux fabricants d'installer les plateaux dans les armoires. Si c'est un rétrofit, pourquoi? Pour qu'ils refassent la certification de l'ensemble. On veut absolument évidemment garder les propriétés 80 minutes de l'armoire. Donc voilà. Mais à part ce cas particulier où on est obligé d'avoir le fabricant qui vient réinstaller, on travaille avec Acecos, avec Treonix, avec la plupart de ces gens-là, c'est eux qui vont venir installer les plateaux dans les armoires quand c'est en rétrofit, ou qui vont installer le plateau en usine quand c'est une nouvelle armoire. Mais sinon, pour tous les autres types d'armoires, on a vu les Sorbonne, les paillasses, ainsi de suite, vous posez votre plateau là où vous le souhaitez, et votre paillasse devient intelligente, quoi, tout simplement. Il y avait une autre question là-haut, je crois. Oui. Moi, je voulais savoir si on pouvait avoir un historique des mouvements. Excusez-moi, je voulais. Pardon. Oui. Je ne vous voyais pas. Ça y est, c'est bon? Oui, c'est bon. Je voulais savoir si en fait il y avait aussi la possibilité d'avoir un historique, par exemple des différents mouvements qu'il y a eu dans l'armoire. Je pose la question dans le sens où, par exemple, voilà, il y a une bouteille qui a été déplacée et on veut savoir voilà, qui l'a déplacée en dernier ou pas. Est-ce qu'il y a cette possibilité ou pas? Alors sur l'historique, vous allez avoir le même historique que vous avez aujourd'hui dans Quarks. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous utilisez un code barre pour flasher, pour dire j'ai pris telle bouteille, j'ai déposé, j'ai reposé,
Alors, je ne connais pas suffisamment Quarks si ça aurait bien un historique, mais j'imagine qu'il y a un historique. On me confirme à droite. Et après, donc, sur l'aspect qui a pris quoi, donc là aussi, on a une vision avec Quarks qui est de dire, si on veut savoir vraiment qui a pris quoi, il faut qu'on utilise le badge de la personne. C'est-à-dire qu'il peut y avoir cet aspect qui reste déclaratif, de dire finalement, je pose mon badge sur le plateau, je prends une bouteille, et au moment où j'ai pris la bouteille, en fait, j'associe le badge de la personne et la bouteille pour savoir qui a pris quoi. Si on ne pose pas son badge, on ne peut pas savoir effectivement quelle est la personne qui l'a pris. Mais le fait d'utiliser le badge, comme j'ai expliqué, qui est la même technologie, c'est ça qui peut être intéressant. Nous, on a d'autres secteurs un peu plus sensibles où carrément on a un contrôle d'accès sur l'armoire. Et donc, on ne pourra se servir dans l'armoire que si on a badgé sur l'armoire. Et donc, finalement, ça permet de savoir qui a pris quoi. Puisque on imagine une 90 minutes avec un système de sécurité et un verrou électronique. Donc, on va badger pour ouvrir l'armoire, on va se servir. Et quand on va refermer, on va considérer que tous les produits qui ont été pris sont pris par la personne qui a badgé. Merci. Moi, bonjour. Bonjour. Heureux. J'avais une question en fait technique. J'ai vu sur une photo, il y avait un câble en fait derrière le plateau. Oui. Donc j'imagine qu'il est branché. Oui. À quoi? Donc ça, c'est l'alimentation 12 volts du plateau. Donc Oui. le plateau, effectivement, est alimenté. C'est ce plateau-là qui va faire la lecture automatique et donc qui va lire les différentes étiquettes. Donc on a en fait ce câble unique 12 volts qui va tout simplement être alimenté, raccordé à une alimentation. Tout simplement. Donc il faut une arrivée électrique. Il faut une arrivée électrique, oui, tout à fait. Et est-ce que ce matériel-là, il est certifié ATEX, par exemple? Alors aujourd'hui, il est certifié CE, comme c'est marqué là. On travaille aujourd'hui effectivement à le certifier ATEX pour les environnements les plus contraints, bien sûr. Donc ça, c'est en cours de développement. Ouais. D'accord. Et par exemple, c'est juste par curiosité, donc si j'ai une armoire type inflammable à équiper, on va dire qu'il y a 3 ou 4 étages de chaque côté. Tout à fait. Ça nous coûte combien? On est déjà dans le devis. Donc effectivement, donc aujourd'hui, il y a souvent 4 étages. Voilà, c'est toujours difficile de donner des prix en fonction des quantités, ainsi de suite. Mais grosso modo, quand on fait une seule armoire, vous pouvez compter entre 3 et 4 000 euros par armoire. Voilà. C'est une merci. fourchette. Okay. Oui, une question ici. Oui. On parle de produits chimiques qui ne sont pas toujours sympas et on n'est pas toujours précautionneux. Quelle est la résistance aux produits et comment ça réagit si ça prend certains produits, ces plateaux? Alors ça, effectivement, donc on revient à la question des bacs de rétention. Donc en fait, nous, on a pris le parti de ne pas avoir un plateau spécialement renforcé pour ça, parce que voilà, il y a différentes contraintes. On va se reposer, nous, sur le bac de rétention qui, lui, effectivement, est résistant. Donc c'est le bac de rétention qui va protéger le plateau. Effectivement, il y aura des écoulements, il y aura ainsi de suite. Je rebondis là-dessus, parce que effectivement, c'est quelque chose qui peut aussi vous permettre, finalement, j'ai été très intéressé par votre présentation, sur tout ce qui est l'aspect exposition aussi. On a des clients qui vont réorienter ce produit finalement de la côté inventaire. Le côté inventaire, finalement, je sais combien de fois les bouteilles sont prises, éventuellement par qui. Et donc, je peux même recouper de la data pour aller jusqu'à, finalement, c'est quoi les degrés d'exposition des personnes, combien de fois elles ont été en contact avec tel ou tel produit, surtout sur les produits les plus dangereux. Okay. Merci. Juste une petite question, puisque le câble ne sert qu'à l'alimentation, ça veut dire qu'en fait la transmission d'informations se fait via Bluetooth? Alors il y a 2 options, effectivement je n'avais pas parlé. Le plateau il est Wi-Fi par défaut, donc on peut avoir une transmission de données par défaut par Wi-Fi. Dans les armoires chimiques qui sont fermées, effectivement le Wi-Fi ne passe pas. À ce moment-là, dans le câble d'alimentation, vous avez aussi la donnée qui transite. Donc on peut faire transiter la donnée par ce câble unique aussi. Oui, j'avais 2 questions. Déjà, bravo pour cette belle innovation, hein, c'est magnifique. La première, c'était est-ce que ça supporte les suremballages? C'est-à-dire, on disait que Merck équipait ses flacons de cette technologie. On a un carton de chez Merck qui arrive, on pose le carton sur la dalle et on a le contenu du carton. Tout à fait, oui. Donc on sait transpercer, nous, enfin, c'est pas traverser
une épaisseur de 2 à 3 cm par les ondes radio. Il ne faut pas évidemment que ce soit métallique, mais bon, c'est rarement métallique. Donc ça répond à ma deuxième question, c'est-à-dire que ça ne supporte pas la superposition. Non, on ne peut pas gerber, empiler, ça c'est des choses qui ne sont pas possibles. Ok. On a des clients qui empilent certains éléments, alors ce n'est pas des bouteilles, mais à ce moment-là, ils mettent le plateau à la verticale pour aller suivre un empilement. Merci. Donc, si j'ai bien compris, c'est toujours moi. Ah, c'est Julie. Si j'ai bien compris, on peut mettre le bac de rétention dessus. Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Sans problème. Ouais. Et tant qu'il fait tant que le fond du bac de rétention fait moins de 3 cm d'épaisseur, ça fonctionne parfaitement. Et au niveau de la taille, c'est pareil, on peut prendre n'importe quelle taille. Oui, j'avais pas répondu à la question tout à l'heure, mais le plateau s'adapte à la taille de vos étagères. On a des 50 cm, des 1 mètre, on sait faire tous les types d'étagères. Ouais. Et après, nous, on a des fûts de 50 litres, 100 litres. Voilà, c'est là où la techno va être moins adaptée. On va jusqu'où comme ça? Ouais. La techno va être moins adaptée aux très gros contenants, effectivement, parce que là, il y a moins d'intérêt. Vous voyez, on a une techno qui est assez précise, qui est plus pour du détail. D'accord. Sinon, vous placez un fût sur un plateau, c'est moins ça peut être fait, mais c'est moins intéressant. Oui, ok. Merci. Oui. Merci Romain. Il y a une question au milieu. Une dernière ou je vais arrêter? Ah, pardon. Ça sera rapide. Est-ce que, alors ça c'est plutôt pour l'avenir, est-ce que dans vos pistes de réflexion, vous avez émis l'hypothèse au lieu d'avoir un cordon d'alimentation, de voir avec une batterie? Est-ce que vous y avez réfléchi ou pas? Alors en fait, effectivement, on a déjà des clients qui utilisent ça avec une batterie, parce que nos plateaux sont utilisés sur des servantes à roulettes. Donc ça peut être soit pour du produit chimique, soit sur des outillages, on a diverses applications chez les horlogers. Donc effectivement, on a déjà des versions qui sont possibles en batterie, comme c'est alimenté en 12 volts et que ça ne consomme pas beaucoup, et qu'il y a la connexion Wi-Fi, oui, ça peut être des plateaux mobiles, tout à fait. D'accord. Ok. Encore une question là-haut. Il se renvoie la balle. Par rapport aux étiquettes, donc j'imagine qu'il faut les... Bon, si ce n'est pas fourni par le fournisseur, et que nous, quand on reçoit l'étiquette, il faut l'associer au produit. C'est ça, exactement. Et ça marche comment? Il faut scanner le... En fait, donc, tout est encore une fois intégré dans Quarks. Aujourd'hui, quand vous utilisez Quarks en version QR code manuel, Quarks va vous imprimer des étiquettes avec des QR codes et vous allez devoir apposer le QR code sur chacune des bouteilles. Là, on fait la même chose avec Quarks. Donc, on a notre rouleau d'étiquettes, on appose les étiquettes sur chacune des bouteilles. La différence, par contre, c'est qu'on va poser toutes les bouteilles sur le plateau. Quarks va reconnaître les différentes étiquettes et va vous demander ce que vous avez posé sur le plateau. Donc, c'est là que vous, toujours en utilisant le logiciel, vous faites par exemple acide et puis il va vous sortir la liste de tous les acides disponibles. Et donc, vous allez associer effectivement l'étiquette avec la référence du produit. Et on a parlé de FDS, ainsi de suite. En fait, vous avez tout qui vient, grâce à Quarks, qui vient s'associer à cette étiquette. Donc le PC, j'ai pas compris, pardon. Il faut être clair. devant l'armoire ou devant le plateau. Ce que font nos clients, c'est qu'ils ont, en plus de l'armoire, ils ont à côté un plateau spécial d'entrée en stock. Parce qu'en plus, en général, il y a une personne qui est dédiée à l'entrée en stock. Donc chez un grand groupe chez qui on a déployé, notamment avec Quarks, ils ont un plateau spécial qui est plutôt... qui n'est pas dans la zone de stockage, puisqu'il est plutôt à l'arrivée des produits. Et c'est à l'arrivée des produits que les gens ont effectivement un PC avec Quarks, et c'est là qu'ils font l'entrée en stock des produits, des produits par Quarks. Et après, on va du coup mettre l'emplacement définitif. Après, en fait. tout est automatique. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois que le produit est reconnu dans Quarks, c'est automatique. Là, pour le coup, il n'y a plus rien à faire, parce que vous allez prendre la bouteille où que vous la posiez, là où il y aura une le bon étagère, emplacement. on va automatiquement renvoyer la position dans Quarks. Oui, donc du coup, il n'y a plus besoin d'imprimer quoi que ce soit, en fait. Vous n'avez pas besoin d'imprimer de QR code. On n'imprime plus rien. Non, vous n'avez pas besoin d'imprimer de QR code. Vous pouvez continuer à le faire si vous voulez un double système, mais non, il n'y a plus besoin d'imprimer de QR code. Je crois qu'il y a une question au milieu, là. Juste une petite question sur la question des compatibilités. Oui.
entre produits, j'imagine qu'évidemment en liaison avec Quarks, il doit être possible d'avoir un système de warning qui vous dit attention, vous ne mettez pas un inflammable avec un comburant. C'est ça. Donc on a vraiment cette force-là. Vous avez vu tout à l'heure les 3 étagères. Vous pouvez mettre des règles effectivement dans Quarks qui disent un acide et une base ne peuvent pas être sur la même étagère ou même ne peuvent pas être dans la même armoire. Comme on a cette précision au centimètre, on a des clients même qui l'utilisent encore plus précis, je crois que c'est dans le nucléaire, où ils disent voilà, on a 2 réactifs, on ne veut pas qu'ils soient à moins de 15 cm par exemple. Donc, où qu'ils soient, on peut effectivement régler les règles d'incompatibilité. Et moi, j'ai une petite question sur la résistance des étiquettes par rapport aux températures. Est-ce que ça subit l'azote liquide sans problème? Est-ce que ça peut monter à 100 degrés sans problème? Ou après, ça marche moins bien? Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on a différentes gammes d'étiquettes. On n'est pas du tout fournisseur d'étiquettes. On les achète. On a une douzaine de sociétés. Et ces sociétés, effectivement, ont répondu aux différentes contraintes. Il y a même déjà des étiquettes ATEX qui existent. Donc voilà, on trouve vraiment tout. Celles qui résistent à des coups de marteau, celles qui... voilà, on a la chance d'avoir... Comme on réutilise une technologie qu'on n'a pas inventée que le NFC, on a vraiment une grande gamme d'étiquettes et on trouvera toujours l'étiquette soit température, soit ATEX, soit résistance mécanique. Là, on a la chance d'avoir beaucoup de fournisseurs là-dessus. Une question là? Oui. Oui, alors ça rejoint un petit peu la question précédente. Mais j'ai vu là sur votre vidéo de démonstration, vous avez l'étagère visualisée en 3D. Oui. Est-ce qu'il est possible, avec le logiciel que vous fournissez avec, de visualiser l'ensemble du laboratoire ou voire de mes installations pour justement pouvoir localiser où sont mes produits et imposer une zone de quarantaine pour certains produits ou empêcher certains rapprochements? Donc là, on est vraiment effectivement dans la notion de ce qu'on appelle le jumeau numérique. Donc le jumeau numérique, c'est ce qui va décrire le bâtiment, même le site. On dit sur quel site on est, dans quel bâtiment, dans quelle armoire, quelle étagère, à quel emplacement au centimètre. Ça, c'est vraiment pas le métier de Sentiloc. Donc là, vous avez vu des vues 3D pour la démonstration, mais c'est là où Sentiloc est uniquement un fournisseur de données. On va fournir ces données à Quarks qui ensuite va faire ce jumeau numérique. Et donc toutes les représentations de jumeaux numériques vont être basées sur des dashboards ou des logiciels qui ne seront pas de notre société. Xavier? Ça fait beaucoup de questions. Hein. Ouais, je crois que tu as c'est un suscité sujet qui intéresse, l'intérêt. je suis content d'être venu. Et tu n'as pas parlé de tout. Parce qu'il faut savoir que j'ai rencontré pas seulement Romain, mais il y a aussi Frédéric. Et ils m'ont expliqué tous les deux que ces plateaux, grâce à la localisation des objets au centimètre, peuvent être utilisés comme des plateaux de jeu, quelque part. Et donc, en fait, de donner des rôles à des zones du plateau. Et donc, en partenariat avec Sentiloc, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une plaque, comme vous avez une plaque noire, puis on a divisé en 3 zones. Christophe nous a fait un beau design. Et donc, vous avez une zone bleue pour poser le flacon quand il est ouvert. Ça vous recalcule la date de péremption après ouverture et ça vous génère une étiquette avec écrit bien proprement la nouvelle date de péremption. Ouais. Et puis une zone rouge, vous posez le flacon dessus, ça déstocke le flacon. Et donc, en fait, c'est en discutant avec eux des possibilités de l'utiliser comme un plateau de jeu qu'en fait, on a réfléchi à plein de scénarios qui pouvaient être utiles dans les laboratoires. Et puis, pour revenir sur la notion des emplacements, côté Quarks, vous avez l'arbre des emplacements. Donc, on pourrait imaginer de mettre effectivement des règles de distance entre 2 étagères, entre 2 bacs de rétention, parce que les incompatibilités de stockage, certes, il ne faut pas mélanger des acides et des bases, mais si vous mettez des acides dans un bac de rétention et des bases dans un autre bac de rétention au sein de la même armoire, c'est quelque chose qu'on rencontre fréquemment et c'est tout à fait valable. Si on a juste dit que c'était dans l'armoire, ça ne suffit pas. Juste dit que c'était sur la même étagère, ça ne suffit pas parce que là, le logiciel va considérer qu'ils sont au même endroit. Alors qu'en fait, avec la localisation au centimètre, on va pouvoir dire qu'il y a un plateau à gauche, un plateau à droite, enfin une zone à gauche, une zone à droite. Et donc, on va pouvoir ne pas envoyer des fausses alertes. C'est toute la difficulté des incompatibilités de stockage quand on y réfléchit en termes d'outils numériques. Clairement. Xavier, je vais continuer un petit peu sur l'incompatibilité. C'est qu'on va être capable, je pense, de prendre même le système allemand LGK, en fin de compte d'incompatibilité, qui est beaucoup plus performant que le système qu'on voit en France, d'accord? Il a une vingtaine d'entrées systématiquement sur un côté, d'accord? Donc on arrive à quelque chose d'hyper pointu.
Alors là, c'est le côté réglementaire qui parle. Oui, non, mais c'est hyper Effectivement, pointu. Hein. Les incompatibilités de stockage, c'est pas juste acide-base. Hein. Il y a Non, des tonnes de c'est- substances Prenez qui sont l'exemple le plus incompatibles simple. entre elles. Et il faut réussir à voir si elles sont beaucoup plus réellement complexe. éloignées. Et c'est impossible d'avoir un bac pour chaque substance qu'il faut éloigner les unes des autres. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très pertinent en termes d'application de la réglementation allemande. J'imagine que dans une Sorbonne, ça doit être pareil. On n'a peut-être pas le droit d'avoir 2 produits au même moment. Il y a une question quand même. Une dernière question, c'est au niveau déchets. Une fois qu'on jette l'étiquette, c'est peut être jeté comme ça ou il faut la retirer parce que c'est par exemple des 3 œufs ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Alors donc l'étiquette, effectivement, là aussi il y a plusieurs variétés d'étiquettes. Les fabricants d'étiquettes ont fait beaucoup d'efforts puisque là, si on parle de RFID et UHF qui sont exactement le même type d'étiquette, aujourd'hui ils s'en produisent 30 milliards par an, donc voilà, ça crée des déchets. Là où les fabricants d'étiquettes ont fait beaucoup de progrès, c'est qu'ils ont remplacé notamment la matière plastique par du papier. Ils utilisent pas forcément de l'aluminium gravé, mais ils ont des encres voilà, qui sont plus compatibles. Donc tout ça pour dire que les fabricants ont aussi travaillé là-dessus. Et finalement, ils arrivent maintenant à faire des étiquettes qui peuvent être jetées avec le produit et qui ne vont pas gêner ou altérer le recyclage des produits. Ce qu'on essaie de pousser, nous, quand même, et c'est beaucoup la tendance aujourd'hui. Alors, je ne connais pas assez bien le marché du chimique pour ça, c'est possible, mais il y a de plus en plus aujourd'hui de l'aspect circulaire. Et on voit, en fait, on est plus sur des emballages réutilisables qu'on va taguer et réutiliser, donc évidemment après être lavé. L'application la plus simple que vous voyez en ce moment, c'est chez McDonald's, où vous verrez qu'ils ont remplacé les bacs de frites papier par des bacs plastiques qui sont tagués avec une puce RFID, qui sont étiquetés et finalement qui sont relavés, ainsi de suite. Donc voilà. Ça pour dire que pour nous, la meilleure utilisation quand même de la puce, ça va être d'essayer de la réutiliser si c'est possible. Si le fabricant de produits chimiques peut récupérer ses contenants vides et les recycler, les re-remplir, je ne sais pas si c'est possible dans cette filière, mais voilà, c'est comme la tendance actuelle est plutôt à l'emballage réutilisable. J'ai une petite question. Je vois pas où. Ici. Ah, vous parliez tout à l'heure de la possibilité de pouvoir connaître le liquide qui restait dans les flacons. Oui, tout à fait. Je voulais savoir si cette technologie-là était compatible avec tous les types de liquides, notamment si c'est du corrosif ou autre, ou c'est uniquement que certains liquides pour certains flacons. Alors non, c'est vraiment, on va vraiment utiliser tous les liquides puisqu'on peut être compatible avec tous les liquides puisqu'en fait la puce qui est à l'intérieur, elle est capable de recalibrer à chaque fois. Donc suivant le liquide que vous allez mettre, il y a une phase d'apprentissage comme ça qu'on peut faire et donc cette calibration nous permet de ça. On est en train de travailler nous sur tous les autres aspects, à savoir mettre de la poudre, mettre des granules, mettre du gel. Voilà, donc on a une mesure qui n'est pas vraiment liée à ce qu'on met dedans. Voilà, donc on travaille là-dessus, mais donc notre but, c'est vraiment d'être capable de déterminer le niveau, pas que des liquides, mais de tout ce qui peut être mis dans un contenant, quoi. Merci. J'ai encore un autre cas d'application. Et après, il faut vraiment qu'on aille voir le peut-être traiteur faim, qui ouais. nous attend. Donc, et vous aurez faim. C'est en fait pour alimenter les cahiers de laboratoire, notamment en formulation. Il y a des demandes de traçabilité de qu'est-ce qui est utilisé pour faire tel mélange voilà, dans le cadre d'une préparation. Alors, ça peut être en cosmétique, mais ça peut être aussi en pharma pour vérifier qu'on a bien dosé les bons ingrédients. Alors, cette notion de mesure là dont on parle, elle est pas suffisamment précise pour certaines applications, mais c'est aussi pour ça qu'on a monté ce qu'on appelle le groupe du futur pour le laboratoire du futur. Et on va présenter des innovations donc, au Salon Forum Labo du 28 au 30 avril à Paris, mars, 28 au 38 mars, donc c'est dans 2 semaines. Voilà. Et donc, dans ce groupe de travail, de réflexion autour du laboratoire du futur, on intègre des fabricants de balances également, de balances connectées, pour pouvoir atteindre la mesure avec une précision au microgramme si c'est nécessaire. Mais tout ça sont des outils de collecte de données qui vont permettre justement d'alimenter demain des laboratoires électroniques vraiment, vraiment intelligents et sans effort de réécriture, de risque d'erreur, etc. Ouais, je pense qu'on a beaucoup insisté là-dessus, mais notre vision, c'est de ne pas rajouter de tâches. Voilà, on veut augmenter la traçabilité, la qualité et la sécurité sans pour autant rajouter de tâches supplémentaires, quoi. À partir du moment où on impose des opérations manuelles supplémentaires, je pense qu'on a plus de mal aussi à faire adopter des systèmes, quoi. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté.